Merci beaucoup. Bien, donc je voudrais saluer l'arrivée de Madame Lauriane Rossi, députée La République En Marche, questeur de l'Assemblée nationale, et qui interviendra donc la dernière après interversion de son passage avec M. Assouline sur la vision que peut avoir quelqu'un qui a une position de vigie et de visibilité à l'intérieur d'un groupe majoritaire, oserais-je pléthorique, à l'Assemblée nationale. Avant de laisser la parole à M. Assouline, donc sénateur de Paris, que je remercie de sa présence parmi nous, pour l'un comme pour l'autre, peut-être un très rapide résumé de ce qui s'est passé ce matin et en début d'après-midi. Donc ce matin, nous avons entendu Monsieur Chiche de La République En Marche, qui nous a parlé de la laïcité en chantier dans un groupe en construction et du fait que les choses n'étaient pas figées ni fixées, mais qu'elles étaient en train de se constituer dans une relative complexité compte tenu de la situation et d'un certain nombre d'annonces qui ont été faites. Nous avons ensuite failli entendre M. Corbière qui, au dernier moment, nous a indiqué qu'il ne serait pas présent. Nous avons entendu, en revanche, la question sans réponse que lui aurait posée Gilbert Abergel. Puis nous avons entendu Françoise Laborde, sénatrice Mouvement Radical, qui venait d'une part pour nous parler, pour faire un gros plan sur la question des élus locaux face à la laïcité en tant que sénatrice en région, dans le Tarn-et-Garonne. Non, je dis une bêtise, dans la Haute-Garonne. Et puis, nous avons entendu Isabelle Floren du groupe Modem, qui nous a rappelé que la République s'inscrivait dans une histoire ancienne en France, en faisant référence à l'origine éventuellement catholique de cette laïcité qui est la nôtre. Elle n'a pas obligatoirement emporté l'adhésion de tout le monde ici. Et en tout cas, en faisant ce travail de remise en perspective historique qui est absolument nécessaire dans notre domaine. En début d'après-midi, donc, Odile Lepère-Verrier, qui a eu la gentillesse au pied levé de prendre la place de Valérie Pécresse pour nous parler, en tant qu'ancienne députée européenne, de la question laïque au prisme de l'Union européenne et particulièrement de la question des lobbies, de la question de la nature pas obligatoirement anti-laïque de l'Union européenne. Et vous avez entendu Mme Pécresse, donc, qui a pris la parole pour nous faire part de ça, son expérience et de son point de vue de femme de droite croyante laïque. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, je me présente rapidement. C'est une journée agitée. Je suis président. J'ai présidé la séance ce matin sur le budget au Sénat, parce que je suis vice-président du Sénat. Et on m'a demandé de venir parler pour la famille socialiste, on va dire. Alors, je veux tout de suite dire que ce n'est pas exactement la même chose que Valérie Pécresse, mais je n'ai pas de fonction exécutive en ce moment au sein du Parti socialiste, de direction. Ça faisait 15 ans que j'en avais, mais depuis le dernier congrès, j'ai décidé de ne plus être là. Mais par contre, comme parlementaire, bien entendu, je suis de droit dans ce Conseil national et complètement à l'aise dans cette famille politique, même si, sur la question de la laïcité particulièrement, les débats, je les ai menés, et ils se sont menés, parfois de façon vive, des fois étouffée, et vécus de façon vive par les uns et les autres, parce qu'il y a une période, au moins d'une dizaine d'années, où cette question n'a pas été traitée sérieusement, à mon sens. Mais j'ai lu notamment des questionnaires qui avaient été adressés au premier secrétaire au candidat pour être premier secrétaire au dernier congrès, et j'ai lu les réponses du premier secrétaire actuel qui globalement me conviennent, même si je vais dire dans mon propos là où je pense qu'il faut accentuer et notre réflexion et notre combat. La laïcité, c'est un concept.
très souvent on dit c'est les valeurs, on le met à côté d'égalité, liberté, fraternité. Non, s'il y a égalité, liberté, fraternité, c'est ça les valeurs. Et puis il y a un principe qui permet de les rendre possibles, cette liberté, cette égalité, cette fraternité. Et nous avons inventé cette façon de faire et ce concept qui est la laïcité. Et à l'inverse de ce que j'entends, même si on peut tout entendre, puisqu'effectivement il y a une liberté totale dans le débat et dans l'expression, c'est que la France est définie comme laïque. On dit qu'est-ce que c'est que la France ? C'est à l'article 2 de la Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Ça veut dire que la façon de définir la France, c'est pas de dire il y a les religieux, il y a les laïcs, et puis tout cela est égal, il faut respecter toutes ces opinions. On peut dire qu'on peut respecter, on respecte les croyances. Mais la France est définie comme laïque. Parce que c'est la condition pour respecter les religions, justement, et puis pour respecter tous ceux qui ne veulent pas croire, et surtout pour faire en sorte que chacun ne soit pas dans un parcours de déterminisme social, culturel, familial, etc. C'est-à-dire, c'est la possibilité à chacun de s'arracher à des prédispositions, à des attachements qui souvent faisaient la vie de tous avant la République. On était né là, on était comme ça, on était... Bon, alors bien entendu, on voit bien qu'il y a de la reproduction sociale, mais en tous les cas, la loi et la République dit dans le droit, avec la laïcité, qu'on ne peut pas imposer cela, et qu'on doit au contraire, et c'est pour cela que l'école et l'éducation a été primordiales dans le combat pour la laïcité, on doit donner tous les éléments pour que dans la constitution de l'individu en citoyen, dans son enfance et sa jeunesse par l'école, il puisse être libre de s'arracher à tous ces déterminismes sociaux, culturels et religieux. Donc, à partir de là, je me situe dans cette lignée de la laïcité. C'est-à-dire que je ne suis pas dans l'idée d'un relativisme culturel ou d'un relativisme politique qui est toutes les opinions sont là et puis sens commun devient une partie d'un parti républicain. Par exemple, quand j'étais en désaccord avec ce qu'a dit Mme Pécresse, quand elle a dit sens commun a toujours été dans la droite républicaine comme une opinion qu'elle combat, mais pour moi, dans la droite républicaine, pour moi, là, il y a un combat. C'est-à-dire que quand on remet en cause la liberté des femmes, la liberté de disposer de son corps, la liberté ou l'égalité devant tout, notamment le mariage, et qu'on en fait une bataille centrale, ce n'est pas une vague opinion qu'on peut avoir intimement, politique dans la société pour interdire ces droits, à ce moment-là, on ne se situe pas complètement dans le simple débat d'idées où tout se vaudrait. Le problème, c'est que ce principe de laïcité, nous avons dû le faire vivre dans la dernière période face à deux dangers. Le premier, c'est un assaut global, mondial, des extrémismes religieux ou nationalistes, très souvent les deux à la fois, contre la laïcité, ou pour la contester, ou pour la détruire tout simplement, comme ennemi principal. Alors, il y a eu l'islamisme radical, l'islamisme politique, qui a engagé cette offensive, et probablement parce que nous n'étions pas préparés, alors que d'autres l'avaient été, notamment ceux qui vivaient là où il avait commencé l'offensive. Parce que dans les années 90 en Algérie, ça faisait rage, ça paraît vieux,
il y a eu 100 000 morts. Et il n'y a pas eu assez de collectivisation du débat et de cette fracture qui était pourtant à nos portes pour pouvoir réagir. On a, d'ailleurs, dans tous les sens, vous avez vu des manifestations de solidarité de masse par rapport à ce qui se passait en Algérie? C'est incroyable. C'est incroyable. On manifeste régulièrement et heureusement, partout où il y a des massacres, des droits de l'homme qui sont contestés. Là, il y a une intimité énorme entre la France et l'Algérie, puisqu'il n'y a pas un citoyen d'origine algérienne en France qui n'est pas porté, qui n'a pas dans sa chair aussi ce qui se passe en Algérie. Et ils sont nombreux. Tant de la communauté algérienne que des Français qui défendent les droits de l'homme et tout, il y a eu des mobilisations insignifiantes. Donc, on a maintenu à distance et puis c'est arrivé ici. Mais, dans le même temps, cette offensive, elle n'est pas seulement islamiste. Regardez l'Église évangélique. C'est quand même un président américain qui s'en réclamait, qui a déclenché la guerre du Golfe. On ne peut pas dire que ça n'a pas eu de conséquences sur la suite de la géopolitique mondiale, c'est pas rien. Le Brésil, c'est qui? C'est qui l'aile marchande de ce fascisme qui a pris le pouvoir? Et globalement, les nationalismes. Et regardez au nom de quelles valeurs religieuses dans l'Europe de l'Est, où le nationalisme, l'antisémitisme, le racisme sont au pouvoir souvent. Alors, il y a eu ces deux offensives. Il ne faut pas en oublier une, hein, parce que j'aime bien Mme Pécresse, on a des relations amicales, mais quand elle a commencé à citer, elle a cité que les musulmans. Hein. Elle a cité que les musulmans. Pardonnez-moi, elle a dit qu'en Île-de-France, on a un problème majeur, c'est qu'il y a plus de pratiquants musulmans que chrétiens. Et ensuite, elle a posé la question, j'ai noté, donc, parce que je n'aime pas déformer, bon, il y a plusieurs, ce qu'elle a dit sur sens commun, etc. Non, je vais y revenir, mais ne rentrons pas en plus, comme elle est partie, je pensais qu'elle serait là quand je parlerai et qu'elle pourrait aussi me répondre. Je préfère mettre de côté. Mais pourquoi c'est un enjeu? Parce que ce qui crée le trouble dans le débat public, c'est que des forces anti-républicaine, une force principale, notamment le Front National, a décidé, en une certaine rupture avec la façon dont il pratiquait avant, de prendre l'étendard du mot laïcité pour combattre et propager ces idées racistes, notamment contre les musulmans. Je dis bien notamment. Et ça crée un trouble. Ça crée un trouble, de fait, où les laïcs que nous sommes doivent faire attention parce qu'il est arrivé quelque chose de un peu similaire à ma famille politique. Le socialisme. Le socialisme, quand dans plusieurs pays du monde, on a brandi cet étendard pour le souiller avec le stalinisme, pour en démontrer une caricature absolue, pour les socialistes démocratiques qui voulaient continuer à défendre cette valeur, c'était quelque chose qui devenait très compliqué. Il va falloir faire attention que les laïcs véritables, ceux qui sont dans cette salle et d'autres, heureusement beaucoup dans ce pays, fassent attention à ce qu'il ne nous arrive pas la même chose avec le mot laïcité. J'ai été frappé de voir comment, pour la nouvelle génération, pas nous, quand je dis pas nous, je dis moi, je suis vieux, mais il y a quelques jeunes dans la salle, pour la nouvelle génération, quand on parle de laïcité, très souvent, ils pensent qu'il s'agit de la valeur portée d'abord par le Front National, ce qui est fou, ce qui me rend fou.
parce que c'est ce courant politique qui, dans mon histoire politique, a toujours contesté la laïcité. Et il faut tout reprendre. Donc, vous voyez que cet enjeu est important et que probablement les laïcs, dans le débat actuel, doivent avoir une parole forte sur la façon de mener le débat. C'est parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce que ça favorise la violence et la caricature, on le voit de plus en plus, et que la première chose qu'ont les laïcs, c'est de fonder leur engagement, leur vision du monde sur la connaissance, sur la raison, sur la démonstration. Et c'est comme ça qu'ils se sont opposés, notamment aux religieux qui voulaient faire valoir un certain nombre de façons de vivre et d'organiser la société qui ne se basaient pas du tout sur la raison, mais qui se basaient sur une croyance. Et donc, nous avons probablement, j'ai presque une proposition à vous faire, à faire une campagne pour le débat digne, respectueux, argumenté dans l'espace public aujourd'hui. Car les seuls qui gagneront à la caricature, à la violence et au raccourci, ce sont les extrémistes et ce sont ceux qui font appel à d'autres choses que nous, laïcs, défendons. Ceci étant posé, nous avons été frappés par des moments où ça a vacillé. Le moment que certains avaient prévu de Charlie Hebdo a été le détonateur, c'est-à-dire que ce qui était sous-jacent, qui était que le blasphème n'est pas un droit, c'est une espèce d'intolérance, le droit au blasphème. Ceux qui avaient retourné la situation en disant que les laïcs sont des espèces d'intégristes, alors qu'on ne voyait pas venir les vrais intégristes, c'est-à-dire ceux qui voulaient contester la liberté que nous avons acquise de pouvoir contester les religions. C'est ça, la liberté du blasphème. Peu était préparé. Dans mon camp politique, ce que je vais appeler la gauche démocratique, qui a porté, c'est la différence quand même avec le courant politique de Mme Pécresse, tous les combats laïques. Ça remonte à loin, mais si je regarde dans ma période de militantisme, qui commence à remonter, ça fait plus de 40 ans, les grandes manifestations laïques, que ce soit même sur l'avortement. Pourtant, c'est un gouvernement de droite qui l'a fait, mais ceux qui luttaient et qui ont apporté les voies nécessaires, d'ailleurs, pour que ça passe, c'était à gauche que ça se situait, dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement syndical, qui portait ces valeurs-là. Je ne vais pas parler de la dernière sur le mariage homo, etc. Il y a eu à chaque fois toutes les grandes mobilisations pour l'école laïque, à tel point qu'on peut dire que les plus grands moments d'unité, presque totale, de la gauche, étaient sur la question laïque. On avait toute la gauche, les mouvements d'éducation populaire, tout le mouvement syndical, tous les partis politiques qui constituaient la gauche, c'était là-dessus, avec le comité national laïque, c'était là-dessus que ça se constituait. Et la confusion qui existe aujourd'hui sur la question de la laïcité est à l'image de l'éclatement de la gauche. On peut mettre les deux en miroir. Pourquoi ? Parce que certains ont travaillé à confondre deux choses. Le fait d'être intransigeant dans la lutte pour le respect des minorités, l'égalité des droits, c'est comme cela que ma génération le posait entre Français et immigrés, avec un relativisme culturel qui mélangeait tout. C'est-à-dire que la façon de respecter d'autres, c'est de considérer que
toutes les pratiques qui peuvent avoir libre cours dans le cadre d'une religion déterminée et qui sont antinomiques avec les valeurs de la République, la façon de traiter les femmes et d'autres, en particulier, on revient toujours aux femmes d'ailleurs, qui est une obsession des religions, toutes, eh bien, devaient être respectées. Et nous avons vu des courants qui, au nom de la lutte antiraciste, ont effectivement laissé libre cours à ça. Mais ce combat-là, que je mène avec d'autres, pour qu'il y ait une clarification, pour qu'on ne soit pas là-dedans, ne peut pas se faire en couvrant, en taisant ou même en relayant la façon dont les extrémistes de droite, voire la droite, utilisent d'un coup la laïcité pour attaquer les musulmans, point barre. Point barre. C'est un enjeu actuellement, c'est un enjeu. La laïcité ne pourra gagner et rester sur ses rails telle qu'elle a été vécue par des générations entières que si elle est en même temps, parce que ça va complètement en même temps, laïque et antiraciste. Et ça, ce n'est pas le cas. Je ne parle pas d'ici, hein, je parle de gens qui se réclament. On va oublier l'épouvantail Front National. Zemmour n'arrête pas de parler de laïcité, mais c'est un propagandisme du racisme. Et maintenant, il commence même à réviser l'histoire. Il commence à aller plus loin. Voilà, donc je pose ces enjeux et je pense qu'il y a un enjeu important là, vraiment. Et le combat laïque reprendra de sa vigueur que s'il est capable à nouveau d'unifier tous ceux qui, sincèrement, sont convaincus de cette nécessité, s'il refuse toutes les instrumentalisations de quelque bord que ce soit. Voilà l'essentiel. Ensuite, on peut dire, dans mon parti, comme le reste de la gauche, il a été percuté par ces débats, très souvent débats passionnés, et à partir du moment où ils sont passionnés, à un moment donné, pour préserver l'unité, on n'en parle plus, donc on met un peu de côté la question, et comme tout ce que l'on met à côté, ça peut nous péter à la figure, et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en passe, ceux qui sont restés au Parti socialiste, d'avoir compris et de retrouver une certaine clarté. Mais il va falloir écrire, échanger, le conforter. Et je pense que les municipales vont être un test. Parce que c'est aussi l'électoralisme. Elle en a parlé, Madame Pécresse, tout à l'heure, en disant on dit à chacun ce qu'il veut entendre. Et donc, on dit aux communautés ce qu'elles veulent entendre. Ben, l'électoralisme, c'est ça. On a vu, effectivement, de plus en plus courant le fait d'aller diffuser des tracts à la porte des mosquées, par exemple, ou d'autres utilisations de manifestations religieuses pour aller parler aux uns aux autres. Tout ça est absolument inadmissible. On a vu des complaisances à partir de cela. Il faudra être vigilant. Mais je le répète, aujourd'hui, en Europe, comme dans le monde, il y a une vigilance extrême à avoir pour que la laïcité puisse vivre face à tous les dangers, et il y en a deux, il n'y en a pas qu'un. Il n'y a pas que l'islamisme politique, qui est un danger, qui est une menace, et qui a tué ici, mais il y a l'extrémisme religieux qui peut porter des idées nationalistes, des idées aussi communautaristes, et qui défend et qui propage
l'idée qu'il y aurait un ennemi que sont les musulmans ou une religion qui poserait problème. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président. Merci, Monsieur Assouline. Vous illustrez parfaitement notre position sur la crête entre identitarisme et communautarisme qui nous viennent l'un de l'extrême droite et qui rejaillissent sur la droite, l'autre de l'extrême gauche et qui rejaillissent sur la gauche, et qui d'un côté comme de l'autre rendent extrêmement difficile notre combat, puisque la plupart de nos interlocuteurs n'ont hélas qu'une oreille. Je vais passer la parole pour des questions. Il y avait une question demandée depuis longtemps, au fond, par notre amie Véronique Corazza, membre du conseil d'administration du CLR. Ensuite, Patrick Kessel, puis Philippe Guittet, puis... Ah, excusez-moi, j'ai tendance à regarder sur les côtés, pas en face de moi. Je ne vous oublierai pas, monsieur. Véronique, je vous en prie. Merci, merci monsieur Assouline. Je vais intervenir d'abord en tant que principale de collège. J'ai travaillé pendant 20 ans en Seine-Saint-Denis, je travaille désormais à Paris. Notre ministre, le ministre Blanquer, a pris un certain nombre de mesures sur la laïcité pour soutenir les professeurs et les chefs d'établissement qui, pendant de nombreuses années, se sont sentis bien seuls face à des difficultés rencontrées dans ce qui est notre mission première, mission de tous les éducateurs, professeurs, la transmission des valeurs de la République et la laïcité. Il a notamment mis en place des unités laïcité dans les rectorats et au niveau national, le Conseil des sages de la laïcité et récemment une sorte de ligne directe, de saisine directe qui permet aux professeurs et aux chefs d'établissement, on va être clair, qui ne se sentiraient pas soutenus par leur hiérarchie, de faire remonter directement au ministère qui ensuite dispatche dans les rectorats des problèmes d'atteinte à la laïcité. Le ministre Blanquer aussi a un immense courage de dénoncer ce qui s'est passé à Saint-Denis. Je pense à novembre 2017 et les compromissions du syndicat Sud Éducation 93 avec des militants indigénistes, et on l'a peut-être pas dit, ça a peut-être pas été dit beaucoup à la télévision parce que le ministre a dénoncé la question du racisme d'État qui a été mise en avant par ce syndicat, mais il y avait aussi la problématique de l'entrisme des militants de l'islam politique et des militants indigénistes. Ma question porte sur l'entrisme dans les syndicats de tendance décolonialiste, indigéniste et de l'islam politique. Je vois, monsieur Assouline, que votre conclusion termine sur... et je m'inquiète de votre conclusion. Le début était plutôt bien parti, je m'inquiète de la conclusion, et vous l'avez dit, les choses se joueront essentiellement au municipal. Et beaucoup d'enseignants, beaucoup de chefs d'établissement votent, et beaucoup de citoyens votent, et entendre en conclusion qu'il y a une focalisation sur les musulmans pose souci, parce que c'est l'argument principal qui est utilisé par les militants indigénistes et les militants de l'islam politique. On a des noms en Seine-Saint-Denis, je vais être très rapide. Le collectif des enseignants laïcs, qui n'a rien de laïque. Le Front de Mer, c'est un syndicat qui est en train de qui se constitue à Bagnolet et à Montreuil, qui est un syndicat anti-État, anti-police, anti-enseignants, et qui fait la guerre à l'État et aux enseignants. Deux choses. Première question. L'absence ce matin de M. Corbière, et on l'a compris pour un certain nombre, à moins qu'il ait annoncé une grippe, qui le clouerait dans son lit, lié aux remous qui traversent la France insoumise, notamment depuis quelques jours, où un groupe de la France insoumise du 18e était purement exclu du parti pour avoir voulu monter une conférence sur l'entrisme politico-religieux islamiste, en clair, dans les syndicats. Au Parti socialiste, quelle est la position du Parti socialiste et vous, monsieur Assouline, qui est un militant laïque reconnu, un défenseur de la laïcité, sur notamment les compromissions de certains syndicats, dont certains qui ont été proches du Parti socialiste sont peut-être encore sur des sujets comme l'entrisme politico-religieux, par exemple à l'UNEF. C'était ma question. Je vous en remercie, j'ai été trop longue. Oui. Donc, c'est une question très bienveillante, posée de façon tout à fait courtoise, mais j'ai l'habitude, et j'aime ça. J'aime ça, pour ceux qui me connaissent. Donc, d'abord, je veux dire que, parce que je ne l'ai pas développé tant ça me semble évident, mais quand je dis c'est la gauche qui a porté le combat de la laïcité dans ce pays, c'est la gauche. Elle a beaucoup à regarder pour continuer à être exemplaire.
Mais ce n'est pas aujourd'hui à la gauche de faire le procès anti-laïque. Ce n'est pas la gauche qui est au banc des accusés. Parce que la laïcité telle que nous l'avons vécue, y compris dans les derniers enjeux, il y a eu des enjeux dans ce pays, notamment au moment du mariage pour tous. On a levé une partie de la France contre les homosexuels. C'était laïque, ça? On oublie. La recrudescence, y compris de violence pour interdire le droit à l'avortement, sans compter tout le reste, du travail en sous-main dans les milieux médicaux, pour remettre même en cause ce droit dans les faits. Qui le mène et qui défend ce droit à l'avortement encore? Sur la question, y compris de l'école, puisque vous parlez de l'école, qui aujourd'hui défend d'abord l'école publique et laïque et n'est pas dans les assemblées aux moindres possibilités de la remettre en cause au profit de l'école privée ou confessionnelle? Qui? Donc, vous voyez, je ne porte pas le fardeau de la gauche, mais en tous les cas, si on devait mettre les bilans sur la question de la laïcité, je ne ferai pas d'abord le procès de la gauche, ce que vous avez fait d'une certaine façon par votre question. Ensuite, est-ce que je suis très à l'aise sur la question de dénoncer un tel ou un tel, y compris parce que j'ai eu un passé et que ça m'a presque fait pleurer les positions de l'UNEF, pleurer, parce que c'est une organisation qui a réussi, à travers des décennies depuis la Deuxième Guerre mondiale, à incarner dans le milieu universitaire une certaine unité et une intransigeance sur les questions qui touchaient à la République et à la laïcité. C'est pour ça qu'elle est restée unie longtemps. C'est divisé sur des trucs politiciens, mais globalement, il y avait quelque chose qui était un rempart au rendez-vous de toutes ces luttes-là pour l'égalité, pour la liberté, pour les droits de l'homme et les droits des femmes. Donc, quand dans ce mouvement, on s'est mis à prendre des positions plus ou moins indigénistes, communautaristes, anti-laïques, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu comme anodin, parce que c'était une école de formation politique. Ensuite, chacun allait... non. Les cadres qui en étaient issus ensuite irriguaient l'ensemble de ce que pouvait représenter la gauche et les responsables syndicaux adultes et souvent aussi le débat intellectuel dans le pays. Et ça permettait, par aussi cette éducation qu'on avait là au début de son engagement politique, de continuer ensuite à porter partout et avec une certaine influence ces principes. Et à partir du moment où dans ce berceau, entre guillemets, eh bien, on n'est pas clair là-dessus, ça devenait, c'était quelque chose, un coup, et c'est un coup dur. Donc, ma réponse sur cette question précise qui m'était plus directement adressée, je vous le dis. Ensuite, vous pouvez considérer que M. Blanquer est le nouveau héros de la laïcité. Vous l'avez, voilà, il y a un héros est arrivé, avant il n'y avait rien eu. Excusez-moi, le ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelait Vincent Payon, a un peu plus de lettres de noblesse laïque, y compris dans sa réflexion, dans son passé, dans son engagement, et même quand on est ministre, on ne fait pas tout ce qu'on veut, mais c'est lui qui a fait en sorte que la charte de la laïcité soit apposée dans toutes les écoles de la République. C'est un fait. Alors, ce n'est pas énorme, ça ne change pas tout, mais on ne peut pas faire comme si avant rien, et après, et je ne parle pas de la façon dont a été traité le moment majeur d'attaque terroriste sur notre sol. Ceux qui étaient au pouvoir, président de la République, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, ont été à la hauteur pour empêcher que vole en éclats le pacte républicain et qu'on se mette à se foutre dessus. Si nous sommes encore dans un vivre ensemble possible avec une République debout, mais on voit encore aujourd'hui que c'est jamais fini, hein, que la démagogie, que tout ce que vous voulez peut tout bousculer, parce qu'en ce moment, c'est bien la République et ses fondements, hein,
et l'antisystème alimenté par ce que vous condamnez. Mais ils se sont tous retrouvés. Comment ne voit-on pas, quand il y a eu cette journée de la colère à Paris, souvenez-vous, il y avait des néo-nazis qui étaient à côté d'islamistes, qui étaient à côté de Dieudonné, qui étaient à côté d'eux, les rouges-bruns, tout, on mélangeait tout. C'était soi-disant contre le système. Mais dans la manif pour tous, moi, c'est mon intervention au Sénat, dans le débat général. J'ai dit qui était là. Il y avait l'UOIF, mais il y avait aussi les représentants de l'Église catholique. Ils étaient là. Donc après, les extrémistes des deux bords peuvent faire comme si ils sont antinomiques. Au Front National, chez les catholiques intégristes, c'est l'islam le problème, parce que c'est la logique même de leur idéologie, qui est de pousser à la concurrence des nations, des religions et à la guerre. Mais sur le fond idéologique, ils défendent la même chose, l'entre-soi, la peur de l'autre, et donc leurs instruments sont toujours les mêmes, le complotisme et l'antisystème. Et donc ce sont ça, mes ennemis. Et je ne considère pas que le combat principal soit de fustiger la gauche. Bien entendu, quand elle n'est pas claire, quand elle ne fait pas ce qu'il faut, pas suffisamment parce qu'on attend toujours d'elle plus sur la question de la laïcité, puisque c'est elle qui a été le ferment de cette laïcité dans le pays. C'est elle qui l'a fait vivre dans tous les combats et depuis plus d'un siècle. Ça date, cette histoire. Je parle de la gauche qui était dans l'hémicycle, c'est-à-dire à chaque fois elle a bougé, hein. C'est pas réductible aux socialistes. Hein. Moi, vous savez, dans l'hémicycle au Sénat, la première chose que j'ai vue qui m'avait frappé, j'aurais aimé m'asseoir à cette place, il y a sur les grands hommes, entre guillemets, malheureusement il y avait peu de femmes au Sénat, ils ont un médaillon. Et donc il y a Victor Hugo au Sénat. Mais Victor Hugo, il est contre le mur à l'extrême gauche. Vous voyez, donc Victor Hugo, c'était l'extrême gauche de l'Assemblée sénatoriale à son époque. Donc les choses ont bougé, mais en tous les cas, c'est resté ce combat républicain, nous le portons. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Voilà, tout ce qui va dans le bon sens que fait M. Blanquer, je le soutiendrai. C'est franchement pas le héros. Je ne pense pas que c'est en supprimant 1700 postes dans le second degré qu'on va permettre de mieux éduquer à la laïcité, au vivre ensemble, à tout ce que vous voulez, notamment en Seine-Saint-Denis, pour permettre qu'on puisse combattre tous ceux qui... Je sais qu'il faut que je me presse, mais je veux quand même le dire. Pourquoi, pour moi, le social et la laïcité sont intimement liés. Et c'est pourquoi je suis fier d'être socialiste et laïque, et que je ne relativise pas cela. Parce que je sais comment, quand la République n'est pas présente pour les plus défavorisés, que ce soit en termes éducatifs, que ce soit dans la santé, que ce soit ailleurs, comment les autres viennent remplacer la République. Et les autres, c'est quasiment tout le temps les extrémistes religieux, parce qu'ils ont les moyens. Et regardez dans le monde, comme en France, on n'y a pas coupé à ça. On n'a pas. Quand il y avait moins de services publics dans les cités, à ce moment-là, il y avait des associations caritatives, religieuses, financées, qui avaient les moyens, pas seulement de prendre en charge l'éducation, les loisirs, le sport, etc., mais y compris de venir en aide sociale. Et à ce moment-là, la République n'étant pas là, elle est désarmée. On ne vient pas ensuite retourner la situation qu'avec des idées, y compris parce que ce sont des populations qui ont peu accès aux idées et à ces débats. Donc, et ça a été pareil dans le monde, avec la montée de l'islamisme et d'autres. Donc, ce que je veux dire, c'est que, c'est ma réponse la plus importante, c'est que j'ai une grande fierté de rester socialiste, parce que c'est comme ça que je pense que je peux rester laïque le plus profondément. Et inversement, il n'y aura pas de social et de justice sociale sans la laïcité qui permet d'accéder à cette justice sociale. Merci, monsieur. Une question qui a été demandée, c'est la dernière sur l'intervention de monsieur Assouline, Philippe, et ensuite nous passerons à l'allocution de madame
Mais oui, mais madame, je suis désolé, il est 4h15, nous devrions finir dans un quart d'heure, nous finirons dans 45 minutes, peut-être 1 heure. Ce monsieur a demandé la parole depuis longtemps, que je vais la lui passer. Donc, Philippe pour une question rapide. Ouais, je vais pas être long, mais... Non, s'il te plaît. C'est sans mais. Non, mais c'est compliqué parce que... C'est compliqué. Bon, Philippe Guittet, ancien proviseur, j'étais proviseur à Ravel d'ailleurs, et ancien secrétaire général du syndicat des proviseurs, et j'ai participé à la loi de 2004. La gauche, si on ne parle pas, nous, de la droite ou de l'extrême droite, c'est qu'on ne s'y reconnaît pas non plus. C'est qu'on attend beaucoup plus peut-être de la gauche, et que malheureusement, elle a failli à plusieurs reprises. Alors on peut dire qu'ils ont participé à certains combats, mais ils ont failli quand même à plusieurs reprises. Tu parlais de l'Algérie tout à l'heure. Tu parlais des années 90. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 89 ? C'était Jospin qui était Premier ministre. Les premières affaires de Creil, premières affaires de voile. Pas de réaction. On demande au Conseil d'État, que doit-on faire ? Prosélytisme. On ne fait rien. Donc c'est développé tout un système, période aussi du droit à la différence, qui est devenu la différence des droits. Des débats qui n'ont pas été menés à gauche. Il fallait voir les positions sur la loi de 2004. Ne prends pas d'exemple, on comprend le concept. Vas-y, pose ta question, s'il te plaît, parce qu'on n'y arrivera pas. Non, mais ma question, c'est le débat. Ce n'est pas en défensif qu'on fera avancer la gauche. C'est en se posant les questions de fond, sur les questions du différentialisme, les questions de fond sur l'ensemble. Donc c'est comme ça. C'est pas en disant oui, la gauche a participé à des tas de combats. C'est en disant, oui, il faut qu'on se pose des questions aujourd'hui sur quels ont été les problèmes qui se posent à l'intérieur de la gauche, des positions, des Verts, du PC, du PS, pour savoir comment on peut évoluer pour que véritablement ce débat laïque puisse reprendre, parce qu'on n'ose pas le mener à l'intérieur de la gauche, ce débat laïque. C'est ça ma question, c'est que vous ne le menez pas véritablement. Alors il n'est pas mené non plus à La République En Marche, on y reviendra, mais il n'est pas mené au PS parce qu'on a peur. On a peur des débats, des divergences. Et moi, la question du vivre ensemble, ce n'est pas ça qui m'importe. Ce n'est pas le vivre ensemble à côté, c'est le vivre en commun, c'est-à-dire avoir des citoyens qui vivent en commun dans une société, dans une république laïque. Merci. Un petit mot, ça me permet d'approfondir une petite chose qu'a dit Mme Pécresse, qui partait d'un bon sentiment, mais elle a cité Gérard Collomb, qui a dit nous vivions côte à côte, attention à ne pas vivre face à face. Eh bien, c'est parce que nous avons continué à seulement vivre côte à côte qu'on va finir par être face à face. Parce que le côte à côte, c'est l'inverse de l'égalité, du mélange, de la fluidité sociale et culturelle que la laïcité permet. Si on est côte à côte, ce sont des communautés côte à côte. À un moment donné, ça se fracasse. Et il faut encourager le ensemble, pas le côte à côte, le commun, comme tu as dit. Donc, nous sommes d'accord, je pense, sur le fond. Là où il peut y avoir une divergence, mais moi qui ai fait l'essentiel de mes travaux, sur l'histoire de l'immigration depuis le 19e siècle, avant d'être parlementaire, c'était ma spécialité. La laïcité, c'est pas tout le monde dans le même moule. C'est pas j'oublie d'où je viens. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on entretient comme le must, l'illusoire melting pot ou modèle anglo-saxon. Mais en tous les cas, ce n'est pas ce qu'a développé Zemmour. C'est pour ça qu'il y a des accointances maintenant entre certains milieux traditionnellement laïques et un Zemmour qui est sur le fond anti-laïque, mais qui apparaît comme le chantre. Oui, Zemmour est anti-laïque, bien entendu. Il justifie même, et il masque l'antisémitisme de Pétain encore maintenant quand il fait l'érudit. Donc, et il reproche à quelqu'un de porter un prénom qui n'est pas un prénom français. Qu'est-ce que j'aurais dû dire quand je suis arrivé du Maroc en France et que je m'appelais David ? C'était quoi ? C'était une insulte à la France qu'on m'ait appelé David ? Non. Donc, je dis, attention, il y a un impératif
aujourd'hui de clarifier ce combat. La clarification du combat laïque, ce n'est pas, ma conclusion n'était pas, madame, de dire que le principal problème serait de faire attention à ne pas stigmatiser, machin, etc., les musulmans, et donc de se taire sur cette question. C'est l'inverse. Tous les combats que j'ai pu mener, même en interne au Parti socialiste, sont l'inverse. Et moi, 1 an avant ce qui s'est passé à Charlie, j'avais organisé, au nom du PS, un colloque toute une journée contre les extrémismes, où c'était T-News qui faisait les dessins en direct du colloque, qui était là, et où j'avais invité les syndicats à venir parler justement de l'entrisme et de ce qui se passait dans les syndicats, Sud, CGT, etc. Tout ce qui se passait et qu'on ne mettait pas sur la place publique. Donc, je conclus en disant la chose suivante. Ce n'est pas une agression, c'est vraiment un impératif. Si nous voulons que ce combat continue de progresser, si nous voulons qu'il se clarifie à gauche, qu'il entraîne de plus au monde républicain à droite, parce que ce n'est pas un combat qui doit être exclusivement de gauche, pas du tout, c'est un combat de la République. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, être laïque, c'est être universaliste, c'est être internationaliste, c'est être contre le racisme et l'antisémitisme, et que tout cela va ensemble, et que si à un moment donné, on détache l'un de l'autre, eh bien, on est sûr que ce combat, on le perdra.